Bonjour et bienvenue à Urgence économique. Aujourd'hui, nous allons aborder la parenthèse Covid pour savoir est-il temps de la fermer, mais également pour aborder l'impact positif et négatif sur l'économie marocaine, notamment en termes d'industrie, mais en termes de souveraineté sanitaire également. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Jafar Heikel pour en parler, mais on vous retrouve juste après le générique. Professeur Jafar Heikel, bonjour. Bonjour Rachid, merci de ton invitation. Merci à vous, c'est un grand honneur. Alors, vous êtes infectiologue et spécialiste en maladies infectieuses, épidémiologiste également. Alors, vous faites partie également des rares médecins, alors je dis des rares, mais il n'y a que vous qui me venez à l'esprit, des rares médecins qui ont su garder une distance critique et qui ont su faire preuve de courage durant l'hystérie collective que toute la planète a connue, pas uniquement le Maroc. Et d'ailleurs, cette posture que vous avez adoptée, normalement, devrait être la posture de tout scientifique et de tout chercheur, de ne pas se laisser entraîner par l'émotionnel, par le pathos et de garder une démarche scientifique froide, neutre et distante par rapport à l'hystérie collective. Alors, aujourd'hui, on a affaire à Omicron, un variant qui, semble-t-il, s'est adapté à la nature humaine et au corps de l'homme et qui, jusqu'à présent, ne fait plus aucun mort au Maroc et on s'en réjouit. Parce qu'effectivement, on a eu une phase avec des variants beaucoup plus virulents qui ont provoqué bon nombre de morts, notamment au niveau des populations âgées et fragiles. Alors, peut-on dire que la parenthèse Covid est définitivement ou presque définitivement close du point de vue scientifique ? Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation et pour votre honnêteté de toujours. Et effectivement, vous avez raison, par honnêteté intellectuelle, il faut dire la vérité scientifique. La vérité n'est que scientifique. Évidemment, il y a d'autres types donc, de vérité. En ce qui concerne j'allais dire la Covid-19 et dans son variant Omicron, on peut dire que la Covid-19 est passée dans sa dimension pandémique. On a tourné la page d'une vague, mais comme vous le savez, une vague peut en entraîner tellement d'autres. Donc oui, la phase pandémique est terminée, mais la phase des nouvelles vagues ou des nouveaux variants, elle, malheureusement, n'est pas encore terminée. Mais quand même, on remarque qu'il y a une dynamique décroissante en termes de virulence et en termes de morbidité. Donc, Tout à fait. à la limite, ça va faire partie de la grande famille, enfin de ce qu'on connaît des maladies saisonnières, des grippes, des rhumes Vous avez que l'on connaît. parfaitement raison, c'est-à-dire aussi bien les indicateurs de fréquence, c'est-à-dire l'incidence, la prévalence, c'est-à-dire le taux de positivité des tests dans la population, les indicateurs de gravité qui sont la létalité, les cas graves, l'hospitalisation en réa et en soins intensifs ont vraiment diminué et avec une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire quelques mois. Donc oui, en termes de situation épidémiologique, on est très bien, je veux dire aussi bien dans le contexte marocain que dans le contexte international. Et il y a beaucoup d'éléments en cette faveur. Donc oui, on peut dire sous ces aspects que la problématique Covid est derrière nous, mais dans le sens, encore une fois, pandémique. Nous allons devoir apprendre à vivre avec. Et on est passé à une phase, nous qu'on dit les épidémiologistes, une phase endémique. À moins d'un accident de la nature ou d'une manipulation humaine, donc globalement, il y a très peu de chances d'avoir une mutation qui redonnerait au virus une dimension beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus mortelle. Donc a priori, on a une lourde tendance qui fait qu'il s'adapte davantage et davantage. Mais on peut dire scientifiquement, en gardant la prudence du scientifique, que quand même il y a une petite probabilité, mais demeure très faible. Vous avez parfaitement raison, la probabilité est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme, je vais vous donner l'image d'un plongeur qui plonge de très haut. Lorsqu'il pénètre dans la mer ou dans une piscine, le premier choc est très dur, mais ensuite le choc s'amortit avec le temps jusqu'à ce qu'il puisse remonter. C'est exactement le même principe. Aujourd'hui, la circulation donc, du virus dans la population qui était terrible au début, vous l'avez bien dit, avec le variant, la souche classique, le variant donc Delta, et puis avec le temps, il s'est adapté à la population humaine dans laquelle il circule et il a fait moins de cas graves. Il continue à se transmettre, bien évidemment, mais il a fait moins de cas graves, moins de cas dangereux et moins donc de décès. Donc, il s'est adapté. Nous nous sommes adaptés. En fait, nous sommes dans un écosystème et dans un environnement microbien et un environnement humain qui, tous les deux, vont s'adapter avec le temps. Créer, au début, il y avait une phase pandémique, puis maintenant une phase endémique, et ensuite, ça sera une phase de vie commune. D'accord. À part, enfin, il y a quand même quelques petits pays marginaux, mais ce n'est pas très important au vu de la planète, comme la Corée du Nord, qui viennent d'entamer leur première vague en réalité, avec une forme de virginité immunitaire. Donc peut-être eux connaîtront beaucoup de morts, le temps qu'ils s'adaptent. Mais l'essentiel de la planète a globalement acquis,
on peut dire peut-être une forme d'immunité collective, déjà par le fait d'avoir contracté le virus, 1, 2, 3 fois, ça dépend des gens, mais également le virus a connu une adaptation, donc les deux dynamiques convergent vers une situation moins dangereuse. Alors maintenant, au niveau économique, alors il y a eu un impact négatif, bien entendu, pas du virus en lui-même, mais des mesures politiques prises pour juguler les premières vagues, donc augmentation du taux de chômage, baisse du PIB et d'autres problèmes, précarité. Mais il y a eu également des sauts qualitatifs qui ont été opérés par le Maroc, notamment dès le début, avec une réorientation d'une partie de l'industrie textile vers la production de masques et on a commencé à exporter. Mais un peu plus important en termes technologiques, il y a également une énorme usine de production de vaccins qui a été construite et qui vise le marché africain globalement. Mais cette usine-là et cette industrie-là, a-t-elle été fondée uniquement autour du Covid ou également autour d'autres maladies et d'autres infections pour qui elle va produire des vaccins? Alors, je vais mettre ma casquette d'économiste donc de la santé. Je vous remercie pour cette question. Vous avez bien fait de dire que la Covid a eu un impact négatif et positif. L'impact positif, c'est que ça nous a permis une réactivité extrêmement importante, des décisions politiques fortes, une décision royale extrêmement puissante pour traiter tous les Marocains, vacciner tous les Marocains et les étrangers, le soutien à l'économie, le soutien à des pays africains. Tout cela a été des éléments qui sont positifs. Et parmi lesquels, deux éléments importants, c'est que les 1,2 million de personnes qui ont eu la Covid dans le contexte marocain ont été soignées par des médecins et des infirmiers marocains, dans le contexte marocain. Ce n'est pas des Japonais ou des Américains ou des Allemands qui nous ont soignés. C'était demain. Ça a été on a eu un protocole très bien rodé. Tout à fait, un protocole rodé, etc., qu'on aurait dû évaluer. Ça aurait été très important d'évaluer, de voir quel a été le rôle de l'hydroxychloroquine dans notre approche thérapeutique. Alors qu'on a des données extraordinaires. Mais pourquoi on n'a pas fait encore? Ça, c'est un élément important. C'est une question qu'on se pose par rapport au ministère de la Santé. On a eu un protocole qui nous semble, nous, médecins sur le terrain, qui a marché, mais scientifiquement, il aurait fallu qu'on l'évalue. Il faut le démontrer, il faut être honnête intellectuellement à ce sujet. La vaccination, on n'a pas eu de rupture de stock majeure comme dans des pays. Au contraire, on a eu même un excès, on a réagi rapidement, on s'est fait vacciner le plus rapidement du monde. Donc, je veux dire, tout ça, c'était des éléments positifs. Les éléments négatifs, vous en avez cité quelques-uns, qui sont l'impact sur la petite et moyenne entreprise, sur le SOMA, sur les petits métiers, sur le secteur touristique, sur le commerce extérieur, il y a une augmentation des coûts, des prix. Parfaitement, je veux dire, on a eu énormément une perte en PIB, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de dire, à part les conséquences socio-économiques, c'est les conséquences sanitaires. Nous avons eu un impact négatif dans le sens où on a plein d'études maintenant qui démontrent qu'il y a eu une moins bonne utilisation des services de santé de la vaccination classique des enfants, une moins bonne utilisation chez les maladies chroniques, diabète, hypertension, cancer, maladies mentales, insuffisance rénale, qui sont responsables de 78% des décès au Maroc. Et ça a été une conséquence dramatique sur le système sanitaire qui n'a pas été suffisamment réactif et résilient. D'où la situation actuelle de dire, attendez, il faut qu'on se prépare. Et d'où l'usine de Ben Slimane inaugurée par Sa Majesté, de dire il faut qu'on ait cette fameuse souveraineté sanitaire en matière médicamenteuse et en matière vaccinale, pas pour la Covid. C'est la Covid qui a été une sorte de, les Américains appellent ça trigger, c'est-à-dire un point déclenchant. Une étincelle qui a enclenché une étincelle qui a enclenché une nouvelle dynamique de disant il faut qu'on soit souverain sur le plan sanitaire, donc nos propres vaccins, nos propres médicaments, pas pour la Covid, pour les autres pathologies, pour les autres urgences sanitaires. Car d'ailleurs, on a vu des pays européens littéralement s'arracher au niveau des aéroports des livraisons de masques. Tout à fait. Qui étaient destinés à un autre pays, puis détournés par un autre pays. Tout à fait, bien sûr, et on l'a subi nous-mêmes. Parce que tout est allé en Chine en termes d'industrie, sans retrouver totalement, sans aucune souveraineté industrielle. Bien sûr, et ils se sont même aperçus que la matière première de plusieurs médicaments ou vaccins était en grande majorité, à peu près 60%, fabriquée par la Chine et l'Inde, par exemple. Et donc, il a fallu maintenant penser et dire, mais attendez, nous sommes un pays souverain, mais qu'en est-il en matière de souveraineté sanitaire? Donc attention aux médicaments, attention aux consommables médicaux, attention à la vaccination, etc. Et ça a été un élément extrêmement important qui nous a réveillés. Et puis le deuxième point, vous l'avez certainement suivi, de dire mais oui, mais attention, une souveraineté sanitaire voudrait dire qu'il faut protéger aussi les fragiles et les plus vulnérables qui sont le plus exposés, les personnes âgées. Donc attention, couverture sanitaire universelle. Il faut que tous les Marocains aient une couverture sanitaire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que pendant la crise de la Covid-19, heureusement que le secteur privé était présent. Ça a été un exemple typique d'un partenariat public-privé parce que l'État seul ne pouvait pas prendre en charge l'ensemble donc des patients qui étaient positifs, les traiter, les prendre.
la biologie. Si vous prenez la biologie, les tests, heureusement Oui, qu'il y avait le secteur les... privé. Donc tout cela fait en sorte qu'aujourd'hui, la réflexion est autour de plus de souveraineté sanitaire et plus de prise en charge par soi-même et surtout faire en sorte que les Marocains aient accès au maximum aux services donc, de santé. Ce qui a été décrété par le roi. Tout à fait, tout à fait. Et tout ça, ça a été des décisions royales et un chantier royal important. La couverture sanitaire universelle, les décisions vaccinales, les décisions médicaments, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la refonte de nos systèmes de santé s'impose. Elle s'est accélérée. Elle était déjà pensée, déjà réfléchie. Mais la Covid a accéléré le processus en disant d'ici 2022, il faut que la couverture sanitaire universelle. D'ici 2022, il faut innover en matière de financement de notre système de santé, changer donc de paradigme et peut-être former plus de médecins. Bien sûr, former, mieux les répartir, parce qu'on souffre d'inéquité. Il faut mieux les payer également. Il faut mieux les payer. Il faut les payer, les valoriser, mais attention, Rachid, il faut les évaluer. Moi, je suis pour un bon compromis, une bonne, j'allais dire comme disent les Américains, balance, un bon équilibre entre je vous donne ce que vous méritez, je vous donne les moyens pour atteindre l'objectif, mais je vous évalue sur votre capacité de faire le job ou de faire le travail. Et il faut qu'on soit dans cette culture d'évaluation. Et de la performance. Et de la performance. Et de la responsabilité, simplement. Bien sûr. Et les politiques publiques doivent être évaluées. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il faut que toute politique publique en matière sanitaire, mais dans tous les domaines, qu'on puisse faire cet exercice d'évaluation. Ce n'est pas un exercice d'inspection ou de sanction, c'est un exercice. C'est une procédure normalement qui doit être naturelle et qui ne doit pas être mal vue, au contraire. Mais après, il faut quand même équiper les médecins parce que quand on envoie un médecin dans une région périphérique où il n'a aucun matériel, où il n'a rien, il n'est pas magicien ni alchimiste. Donc à un certain moment, le contrôle doit aller de pair avec le fait de lui donner les moyens de soigner les gens. Alors pour revenir à la souveraineté industrielle et sanitaire, effectivement, on va produire des vaccins. Mais certaines mauvaises langues diront on va faire du remplissage de capsules ou de bouteilles. Donc ça pose la question de la recherche et développement. Donc à un certain moment, quand est-ce que va-t-on investir le champ de la recherche et développement afin de pouvoir produire nos propres brevets, nos propres molécules, nos propres vaccins? Beaucoup de pays l'ont fait, même Cuba a développé son propre vaccin. Donc y a-t-il quelque chose qui est sérieusement entrepris à ce niveau ou bien c'est une deuxième phase qui va venir après? Écoutez, je pense encore une fois que la Covid-19 a accéléré le processus. Nous, on est très très en retard par rapport à l'Afrique, par rapport à plusieurs pays. L'Afrique du Sud, notamment. Bien sûr, l'Afrique du Sud, l'Égypte, plusieurs donc, pays qui sont comparables, la Jordanie, etc., en matière de recherche, donc développement, et particulièrement dans le domaine médical et alors qu'on a des gens brillants. On a des Marocains qui réussissent et qui partent ailleurs, qui réussissent brillamment partout. Et qui sont prêts à revenir si on leur donne les moyens. Mais si on leur donne un environnement. Ce n'est pas une question uniquement de moyens, voilà, c'est-à-dire de salaire ou d'honoraire, c'est beaucoup plus un plateau technique, un environnement. D'ailleurs, ils réussissent brillamment ailleurs. Donc, je crois que c'est extrêmement important de tenir compte de cet aspect parce que la recherche, donc développement, nécessite des moyens. Et le fait d'avoir mis en place cette première usine, la première phase, c'est une phase de fill and finish. Ça veut dire, c'est du remplissage, bien sûr, c'est une première étape, mais la deuxième étape, c'est de produire nous-mêmes pour la Covid-19, mais également produire, grâce à la biotechnologie, d'autres vaccins, d'autres médicaments innovants qui sont importants. On pense même à la thérapie génique, et c'est pour ça que le projet de Ben Slimane n'aurait de sens sur le plan, j'allais dire sur le plan académique, que s'il est branché sur des équipes de chercheurs, sur la création de centres de recherche dans différentes villes marocaines. Et même avec d'autres pays, des collaborations, des partenariats. Bien évidemment. Ou sinon, on ne pourra pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne veut l'industrialisation dans les biotech, et d'ailleurs dans tous les pays du monde, et l'exemple typique, c'est l'exemple américain et canadien, qui sont les numéros 1 au niveau mondial, c'est que vous faites de la biotechnologie, de l'industrialisation, mais c'est totalement en connexion avec les chercheurs et avec les universités, et les universités publiques ou privées. Et là, je crois qu'il faut faire appel à l'intelligentsia marocaine, mais dans le pays, mais l'intelligentsia marocaine à l'extérieur également du pays, et même d'autres chercheurs étrangers qui souhaitent venir au Maroc pour plein de raisons et participer à ce process. Parce que si nous réussissons ça, ça va peut-être t'étonner, Rachid, si nous réussissons ça, on sera dans le top 10 mondial de la recherche et développement en matière de biotech. Tout à fait. En plus, qu'il y a un marché énorme, déjà le marché africain, mais pas que. Il y a des complémentarités, même avec le marché européen, qui pourront se faire. Mais là encore, se pose la question de la gouvernance, car pour convaincre des Marocains brillants à l'étranger de rentrer, alors quand bien même ils auront les moyens techniques, scientifiques pour le faire, si après ils sont inscrits dans une logique de cooptage, de médiocrité, de réseautage, etc., ils seront vite d'écouter.
Et ils partiront. Et donc peut-être effectivement, il ne faut pas uniquement au niveau des ministères, ministère de la Santé, etc., mais au niveau des grands projets, mettre en place des procédures de contrôle et de vérification. Est-ce que toutes les normes de recrutement sont faites de manière égale, etc. Car je connais personnellement beaucoup de gens qui ont eu des doctorats en génie génétique ou autres, qui sont revenus au Maroc en fantasmant le Maroc, ah génial, je vais faire de la recherche au service de ma patrie, qui ont vite été dégoûtés par les gens avec lesquels ils doivent travailler, notamment par leur hiérarchie. Donc la gouvernance est également centrale là-dedans. Clairement, vous avez parfaitement raison. Je prends que mon cas, quand je suis revenu avec mon PhD il y a de cela presque 30 ans, je suis tombé de très haut entre les équipes de recherche qui étaient à ma disposition, le plateau technique, le centre de recherche et ce que j'ai trouvé. Mais effectivement, j'ai voulu me battre et développer des choses. C'est très compliqué, très difficile. Et on a tendance, vous avez parfaitement raison, à des fois de dire, écoutez, on baisse les bras et on s'en va. Ce que j'espère et ce que j'espère fera le gouvernement, en tout cas les ministères de tutelle, c'est de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour attirer les chercheurs marocains qui sont à l'étranger, les chercheurs marocains qui sont au Maroc et d'autres chercheurs d'autres nationalités à trouver au Maroc un Eldorado académico-scientifico de recherche industrielle. Une forme de Silicon Valley de la santé. Exactement. C'est-à-dire, si le Maroc veut veut être un hub sanitaire pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour la Méditerranée, etc., ben, il n'y a pas photo. Essayons, à la marocaine, évidemment, d'avoir une sorte de Silicon Valley santé, qu'on soit le top en matière de biotech et de recherche dans le domaine de la santé. Et je pense qu'on a le cerveau qu'il faut. On a les idées qu'il faut, mais vous avez utilisé un mot qui est formidable, Rachid, c'est la gouvernance. Et à tout point de vue, c'est toujours, dans la majorité des cas, en tout cas, une problématique de gouvernance. Je ne peux pas parler de tous les secteurs, mais je peux parler que la problématique dans le secteur de la santé, avec toutes les bonnes volontés, et je ne jette la pierre à personne, absolument pas, je pense que nous devons changer de paradigme, changer de façon de faire, de voir, parce que notre gouvernance du système de santé dans sa dimension nationale ou régionale laisse beaucoup encore d'espace à des questionnements et à des incompréhensions et en tout cas à une non-performance. Et c'est clair, si aujourd'hui notre système de santé n'est pas performant et mal classé à l'échelle mondiale, c'est aussi, pas uniquement, pour des problèmes d'équité mais également de gouvernance. Qu'effectivement, on aura beau investir des milliards, si c'est tué dans l'œuf par une mauvaise gestion, voilà, ça ne sert à rien. Alors, si j'ai bien compris, votre idée, c'est que l'énorme usine de Ben Slimane est le noyau dur, peut-être, d'un écosystème qui va se bâtir autour petit à petit, ce qu'on appelle les industries industrialisantes qui vont attirer d'autres choses. Or, en général, quand on parle de souveraineté sanitaire, on pense immédiatement à des méga laboratoires, méga usines, mais également beaucoup de PME qui ont des rôles à jouer, de complémentarité, de sous-traitance des fois, dans la transformation de matières premières utilisées dans le vaccin, etc. Et que peut-être il faut repenser même fiscalement le cadre fiscal de cette future Silicon Valley dont on rêve tous, et peut-être même de supprimer un certain nombre de taxes afin de leur permettre d'être compétitifs et de travailler dans un cadre plus adéquat. Donc, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, et en plus de ça, le Maroc a l'habitude. On a créé une zone particulière à Tanger, on a créé une zone particulière à Kénitra. Des zones offshore. Bien sûr, des zones offshore. On a créé la même chose à Nador. Il y a énormément de possibilités. On peut créer la même chose à Ben Slimane. Et ça attirera peut-être des entreprises étrangères qui viendront clair. également. Et puis ça créera une nouvelle dynamique. Moi, je pense à cette fameuse, pour les gens qui font de la chimie, à cette fameuse molécule avec un atome central. L'atome central, c'est le projet de Ben Slimane. Mais autour de cet atome central, il y a énormément d'électrons qui sont branchés, qui peuvent être des PME, des petites PME, qui sont des universités, qui sont des facultés, qui sont des chercheurs intuités personnels. Énormément, et autour de cet écosystème, au cours de cet écosystème, eh bien, il va créer une nouvelle dynamique. C'est comme quand vous jetez une pierre dans de l'eau et ça fait des vagues autour et ça crée une dynamique et ça va également créer de l'emploi, ça va ramener des jeunes à travailler, ça va faire des devises. Et de devises, bien sûr, bien évidemment. Et tout à l'heure, vous parliez à juste titre du modèle américain, mais on peut généraliser une grande partie de l'Occident, de collaboration entre le privé et le public dans le domaine de la R&D, de la recherche et développement, où des fois l'État sous-traite la recherche et développement avec un cahier de charge, etc. Bon, on ne va pas te faire de pub, mais il y a une usine automobile, une marque automobile japonaise qui a été parmi les précurseurs dans le moteur électrique et hybride, qui a sous-traité une partie de la R&D par rapport à ces moteurs-là à une université américaine qui s'est chargée. Donc effectivement, on peut chercher à s'inspirer de ce modèle-là. Alors, maintenant, la question revient au négatif. Bon, tout n'est pas toujours beau. Alors, il y a les personnes, malheureusement, mortes du Covid.
même si peut-être effectivement il faudra revenir sur toutes les données, faire la part des choses entre les gens morts du Covid seuls et les gens morts de facteurs de comorbidité avec le Covid, car quand on est en cancer, en phase terminale et qu'on a le Covid, c'est une question philosophique de dire qui l'a tué. Et puis il y a également la question des vaccins. Il n'y a pas eu énormément de transparence au début, en tout cas par rapport aux effets secondaires et par rapport aux personnes éventuellement mortes du vaccin. Il y a eu un déni, d'où des théories complotistes autour. Parce que quand il n'y a pas de transparence, les gens vont développer leurs propres théories. Et donc la prise en charge de ces gens-là doit être également revue. Mais tout à l'heure, en off, on parlait de l'impact par rapport à d'autres maladies, notamment mentales. Alors, vous avez parlé des gens qui font des dialyses, qui malheureusement n'ont pas pu y aller pendant une certaine période, les cas de cancer, la chimio, la radio. Et là, c'est fatal, ça ne pardonne pas. Mais la dimension des maladies mentales a été abordée par beaucoup de psychologues et de psychiatres. Mais on dirait qu'au Maroc, on a encore un problème avec ça. Mais non, mais c'est pas grave, c'est juste le stress. Oui, il a perdu un proche, il fait un deuil, etc. Doit-on justement évaluer l'impact notamment sur les adolescents qui ont été perturbés durant cette période-là? Parce qu'à cet âge-là, effectivement, il y a eu un confinement, puis il y a eu la peur, la crainte, il y a eu une comptabilité morbide qu'on présentait tout le temps, le nombre de cas graves, le nombre de morts. Donc tout cela impacte une génération avec laquelle il faudra composer maintenant, à partir de maintenant. Donc doit-on également faire une grande stratégie de santé mentale, en plus de la souveraineté de... Oui, vous avez parfaitement raison, mais je crois que l'élément, j'allais dire, fédérateur de ce que tu viens de dire, Rachid, c'est l'évaluation. Il fallait évaluer le rôle des vaccins. Est-ce qu'il y avait des effets indésirables importants ou non importants? Et en parler en toute transparence, peut-être qu'il n'y en avait quasiment pas, peut-être qu'il y en avait suffisamment. Il faut donc le dire. Évaluer l'impact qu'a eu notre stratégie thérapeutique, hydroxychloroquine ou pas, avec azithromycine. Et de publier à l'international. Et de publier également, évaluer également l'impact. Il y a des études, il y a une équipe de Johns Hopkins que je connais bien, qui a travaillé en économie de la santé et qui a montré l'impact négatif du confinement d'un point de vue socio-économique, mais également donc d'un point de vue sanitaire. On aurait dû faire nous aussi le même exercice. Quand on enferme des gens en bonne santé avec un malade dans la même maison, et vous vous retrouvez avec tout le monde malade. Tout à fait. Mais je veux dire, au-delà, ils ont démontré qu'au contraire, le confinement n'a absolument pas réduit la mortalité, n'a absolument pas réduit un certain nombre de conséquences graves. Mais donc, le coût économique était là. Et le coût économique était dramatique. C'est-à-dire que le coût-bénéfice du confinement était malheureusement plus par rapport à un coût délétère plutôt qu'un bénéfice. Ce qui m'amène à parler d'une des dimensions que tu as évoquées, qui est la dimension des maladies mentales. Évidemment, le diabète, l'hypertension, les cancers, évidemment beaucoup d'autres choses, mais également les maladies mentales. Et je peux vous assurer, mes confrères psychiatres dans le contexte marocain ont vu les dégâts non seulement sur les adolescents, vous avez bien fait d'en parler, mais également sur les enfants. Il y a eu des décisions, vous vous en rappelez, Rachid, sur la fermeture ou l'ouverture des écoles, l'accès des crèches à la dernière minute, etc., qui a beaucoup perturbé les parents et les enfants. Rendez-vous compte également que les enfants qui sont restés à la maison, qui ne pouvaient plus jouer, qui pouvaient voir leurs amis, qui étaient totalement masqués, les adolescents qui ne pouvaient plus aller au lycée, au collège, les universitaires, la qualité de la formation qui s'en est ressentie. Quand on a bien sûr, quand on a également demandé aux enseignants, au corps administratif, aux étudiants de façon large, est-ce que vous étiez satisfait par exemple de la télééducation, si je peux ainsi m'exprimer, la majorité était insatisfaite, aussi bien sur le plan quantitatif, qualitatif. Les profs non satisfaits, les étudiants non satisfaits, le produit final, on n'en est pas, nous, en tant qu'État, satisfaits spécialement. On aurait voulu que ça soit encore plus. Donc, il y a eu des dégâts. Il faut bien le comprendre. Eh bien, ces dégâts, en même temps qu'on a fait d'excellentes choses au Maroc, vous l'avez souligné dès le début, en même temps, il faut avoir le courage, et des fois le courage politique, d'évaluer le tout et de dire qu'est-ce qui a très bien marché. Eh bien, utilisons-le, renforçons-le pour la prochaine fois. J'espère que ça ne sera pas il n'y aura pas de prochaine fois, mais on ne sait jamais. Mais par contre, ce que nous avons mal fait, il faut absolument le corriger. Donc le but n'est pas d'accuser l'État, mais de tirer les conclusions d'erreurs pour ne pas les commettre à nouveau. Vous avez parfaitement raison. De dire, est-ce que notre réactivité, notre résilience, il faudrait la renforcer. Je vous donne un exemple typique. On a fait des hôpitaux de campagne qui nous ont mis en place des milliers de lits, en particulier celui de Casablanca, 700 lits. Un taux d'occupation dramatique, inférieur à 10%, de façon générale, sur toute la période. C'est-à-dire que ça a été une dépense qui n'a pas eu les résultats escomptés.
Par exemple, est-ce que ça a été une bonne décision? Comment la prochaine fois, si je veux planifier, encore une fois, on ne reproche à personne quoi que ce soit. On était peut-être dans l'urgence, on avait la peur, la crainte, la méconnaissance d'un nouveau phénomène. Mais est-ce que la prochaine fois, quand je veux planifier des lits, des hôpitaux de campagne, une réactivité, est-ce que je ne dois pas mettre en place des indicateurs, des sortes de checklists de disant s'il y a ça et ça, voici, ou des algorithmes, si je peux ainsi m'exprimer, et qui me montrera comment est-ce que je devrais réagir? Est-ce que ça a servi à quelque chose ou non le confinement? Est-ce qu'il fallait fermer les restaurants et les hôtels? Comment on fait? Tu as toute la dimension stratégique, tactique et opérationnelle qui doit être formalisée. Exactement. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez de vérité scientifique. Effectivement, elle ne peut être qu'une, même si elle est temporaire. Enfin, Popper nous l'a appris. Mais en attendant, on fait avec comme étant l'unique vérité scientifique. Mais après, effectivement, il y a d'autres vérités que vous avez dit, la vérité politique, la vérité subjective individuelle. Et c'est pour en venir à l'état d'urgence. Alors scientifiquement, est-ce tenable encore de maintenir l'état d'urgence? Et on voit encore le PCR ou le PCR ou le pass vaccinal pour entrer dans le territoire, alors qu'on peut avoir le pass vaccinal et transporter le virus, alors qu'on peut ne pas l'avoir et ne pas le transporter avec un PCR négatif. Alors si politiquement peut-être il y a une autre vérité qui le maintient, nous aujourd'hui on va parler uniquement de la vérité scientifique. Scientifiquement, est-ce que ça tient la route de le maintenir? Vous avez parfaitement raison d'insister sur cette question de la vérité scientifique. Il n'y en a qu'une, même s'il y a d'autres types donc, de vérité. Sur le plan donc, scientifique, il n'y a pas de raison aujourd'hui de maintenir l'urgence sanitaire. C'est clair. Aujourd'hui, le fait d'avoir une vaccination, un pass vaccinal ou une PCR ne répond pas à une logique scientifique épidémiologique. Elle peut répondre à d'autres logiques que je respecte. Hein. Nous sommes, toi et moi, des démocrates et c'est au gouvernement de prendre les décisions. Mais sur le plan épidémiologique et scientifique, il n'y a pas de raison d'avoir le pass vaccinal plus donc la PCR. Bon, ça vient d'être enlevé il y a quelques jours et il faut un des deux. Et même pour le pass vaccinal, 3 doses, c'est ce qui justifie le pass vaccinal. Ou alors il faut avoir 2 doses et que ça ne dépasse pas les 4 mois. La deuxième dose ne doit pas. Maintenant, pour l'urgence sanitaire qui est maintenue jusqu'au 31 mai, je le souhaite réellement pour mon pays et je crois que le gouvernement ne doit pas craindre, puisqu'aujourd'hui la situation est maîtrisée. Une politique publique s'adapte à une réalité épidémiologique. Ce qu'on nous disait au début, on disait que ça allait être ajusté en fonction. Exactement, et c'est ça, elle s'ajuste en fonction. Aujourd'hui, la réalité épidémiologique marocaine et de façon générale internationale ne justifie plus l'urgence sanitaire que nous avons et j'espère que le gouvernement va la lever dans les prochains jours puisqu'elle est maintenue jusqu'au 31 mai. Et renouvelée à chaque mois malheureusement. Mais effectivement, d'autant plus qu'aujourd'hui on maintient la logique de la triple dose. Or, le problème, c'est qu'on a affaire à Omicron, qui ne tue heureusement presque plus aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'on a 0 mort, heureusement, et que Omicron est beaucoup plus résistant par le contournement immunitaire à la triple dose. Donc, en fait, on n'a aucun des avantages aujourd'hui de la triple dose, mais on a tous les inconvénients, effets secondaires pour les quelques-uns qui en ont et qui peuvent être tragiques. Et donc, peut-être qu'est-il temps également de stopper la campagne vaccinale et de supprimer, ou bien au moins de supprimer le pass en interne, parce que théoriquement, il est encore pratiqué partout, même s'il est pratiqué nulle part. C'est toujours au Maroc, c'est ce double discours, malheureusement, et de laisser la vaccination libre. C'est-à-dire que celui qui la veut pour lui, il puisse y aller, mais les autres, ils doivent pouvoir intégrer l'administration, n'importe quel endroit, tranquillement, sans aucun problème. Donc globalement, on va conclure par le fait qu'il y a une vérité scientifique qui, a priori, est indiscutable. Je veux dire, les chiffres le démontrent. Et en plus, on a déjà tous les mécanismes. Si jamais il y a un nouveau variant, on a tous les mécanismes pour refermer et restaurer de nouvelles contraintes, etc. Donc en tout cas, c'était très instructif. Merci Comme à vous. Toujours avec vous. C'est un plaisir, Donc merci infiniment et on remercie également nos spectateurs et spectatrices de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous le lundi prochain pour une nouvelle thématique.